pour tous les efforts que ça demande, pour tous les sacrifices que ça demande, pour toute la volonté, la douleur, l'endurance que ça demande. Moi, je demande juste une chose. Que les chances soient égales pour tous. Le Code mondial antidopage a été créé pour encourager une culture du sport exempte de dopage. Notre but, sensibiliser les athlètes aux dangers et aux conséquences. Favoriser le respect des règles. Favoriser le respect de soi-même. Pour qu'une fois pour toutes, les règles du jeu soient les mêmes. Partout dans le monde, pour chaque sport, pour chaque athlète. À l'Agence mondiale antidopage, c'est tout ce qu'on demande. Le dopage, en fait, c'est utiliser une des substances qui est reprise sur la liste des produits interdits ou utiliser une des techniques qui est reprise sur la liste des techniques interdites. Alors cette liste, en fait, elle est mise à jour chaque année par l'Agence mondiale antidopage et c'est ça qui définit ce qu'est être dopé ou ne pas être dopé. Depuis quand ce phénomène a-t-il lieu? Le phénomène de dopage est un phénomène extrêmement ancien, c'est-à-dire que l'on a de tout temps, et on rapporte déjà cela pour les jeux de la Grèce antique, on a utilisé des substances qui avaient soi-disant comme vertu d'augmenter la performance sportive. Maintenant, d'un point de vue juridique, la définition du dopage, c'est une définition belge, parce qu'en fait la Belgique a été le premier pays au monde à se doter d'une loi antidopage, qui est la loi de 65. Alors si on examine les arguments qui sont le plus souvent invoqués pour s'opposer au dopage, en particulier au dopage sportif, on trouve en fait deux types d'arguments essentiellement. Le premier type d'argument qu'on entend le plus souvent, ce sont des arguments qui consistent à dire utiliser des substances dopantes, c'est contraire à l'esprit sportif. Et le second argument, c'est l'argument qui consiste à dire le dopage est dangereux pour la santé. Simplement, vous demandez où vous situez, vous, la frontière entre le dopage et des substances qui nous permettent de récupérer. Question très importante, bien entendu, de savoir à partir de quel moment court-on un risque. Court-on quel risque? Bien, c'est le risque de ne plus être libre de soi. C'est-à-dire de perdre le contrôle, que ce soit en amour, en agressivité ou en performance physique. Si à partir du moment donné, notre performance physique est totalement dépendante d'une substance, il y a quand même des questions à se poser. Quelles peuvent être les conséquences à long terme pour le cerveau ou quoi que ce soit de prise de substances illicites? Il faut bien se dire qu'à long terme, il est fort probable qu'il n'y ait pas de conséquences irréversibles sur le cerveau de prise de substances. Sauf évidemment les substances très très dangereuses. Je pense en particulier à l'héroïne, à tous les dérivés morphiniques. Donc, toutes ces substances-là produisent des dépendances très fortes et au plus la dépendance est forte, au plus les structures du cerveau sont déstructuré dans un sens pour se restructurer dans un sens qui n'est pas le sens naturel. Et c'est là le plus grand danger. Donc il ne faut pas voir en termes de perte au niveau du cerveau, mais en tant que restructuration d'une autre façon du cerveau. C'est pour ça le grand danger d'ailleurs de substances qui sont prises à un jeune âge. Parce que là, le cerveau n'est pas encore structuré et donc va se structurer d'une mauvaise façon. Est-ce que vous pensez que le dopage existe dans les études? S'il existe dans le cyclisme, il doit exister dans les études. À partir du moment où c'est à haut niveau, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une certaine forme de dopage. Ah, donc d'emblée, on peut faire un lien entre le sport et les études?
Oui, quelque part. Oui, à partir du moment où c'est du haut niveau, je crois que tout est bon pour y arriver, quoi. Parce que pour moi, il y a de grosses différences entre le dopage en milieu sportif et entre guillemets le dopage dans la mesure où les définitions, si on prend les définitions dictionnaires, c'est améliorer sa performance en ayant recours à des produits, des substances chimiques. Là, on peut toucher à ce que les étudiants font parce qu'ils utilisent des excitants, principalement la caféine, un soufflant de Red Bull, etc. Et donc, c'est vrai qu'on voit les effets parfois des étudiants qui ne tiennent pas le coup parce qu'ils ont été boostés et qu'ils sont tombés trop vite, ou bien parce qu'ils sont trop nerveux, ou parce qu'ils ne dorment plus. Ce sont essentiellement les grosses influences que pourrait avoir le dopage sur nos capacités. Ça peut être soit physique, soit même psychologique, ou comportemental. Alors au niveau comportement, c'est un état de nervosité excessive, ce sont des tremblements. Au niveau physique, ce sont des palpitations, ça peut être des douleurs, mal au ventre, c'est l'insomnie. Donc je dirais oui, il y a des signes tant psychologiques que physiques qu'on peut reconnaître qui sont des effets secondaires par, entre guillemets, surdosage. Je me demandais à l'échelle de notre université et dans les faits concrètement, comment se matérialise le dopage dans les études? Le dopage peut se matérialiser, par exemple, par le fait que des étudiants ne pensent qu'à une seule chose, c'est d'étudier. Le dopage intellectuel. Alors, on en connaît tous, hein, des rois de la bloc, bon, c'est pas l'idéal. Ouais, le dopage dans le milieu estudiantin, t'y crois ou pas du tout? Bah ça dépend. Je vois quand même qu'il y en a pour survivre, ils doivent boire quand même leur shot du matin, comme l'a très bien dit mon ami Jasper. Mais sinon, moi je suis plutôt au Ricard. Pour savoir étudier longtemps, rester concentré et tout ça, certains étudiants sont obligés de prendre des motivants. Une petite bière au matin est indispensable, sinon ils ne savent pas se réveiller. Alors, il y a l'autre versant, évidemment. Il y a ceux qui ne font que boire, évidemment, qui vident dans leur performance physique pour savoir s'ils sont les athlètes de la prise de boissons alcoolisées. C'est pas l'idéal non plus. Donc l'université doit veiller justement à ce doux mélange entre des capacités intellectuelles bien formatées, bien exécutées, avec une grande liberté laissée aux étudiants pour justement emmagasiner et pour pouvoir exprimer leurs émotions dans ce cadre intellectuel. Et je crois qu'ici à Louvain-la-Neuve c'est plutôt réussi, il faut bien l'avouer, enfin selon mon sentiment, en tous les cas d'adulte personnellement. Pourquoi ne pas boire un verre de temps en temps avec des amis? Moi je trouve ça très très bien, parce qu'il n'y a rien à faire. Le verre de bière est un excellent liant s'il n'est pas pris de manière trop intense, évidemment. Et tout ça, l'université le permet. Donc,